L'artisanat, le commerce et les très petites entreprises maillent de façon fine nos territoires et y apportent beaucoup de dynamisme, très important pour notre économie, avec 25% du PIB et 3,5 millions d'emplois. Le projet de loi que nous abordons touche à de nombreux aspects de notre droit, tant public que privé. Les sujets abordés préoccupent depuis de très nombreuses années parfois les professions artisanales et commerciales. Elles préoccupent également les élus locaux comme les consommateurs qui voient trop souvent disparaître le commerce de proximité des centres-villes, des bourgs et des villages de notre pays. Le commerce de proximité, principalement le commerce de bouche, est souvent en danger, tout comme le sont les artisans, eux aussi trop souvent chassés des centres-villes. Or, les artisans et les commerçants de proximité sont essentiels pour la convivialité, le dynamisme local et la qualité de vie. Lorsque le commerce et l'artisanat s'éloignent, cela conduit à la multiplication des déplacements coûteux et très polluants, sans même parler des personnes pénalisées par manque de moyens de transport et de la consommation importante d'espaces agricoles, ainsi que du coût des infrastructures pour les collectivités locales. Le projet de loi qui nous est présenté propose un certain nombre de dispositions pour freiner les phénomènes de désertification commerciale des centres. En premier lieu, sur les baux commerciaux. Comme en matière de logement, les baux commerciaux ont connu un renchérissement considérable ces 15-20 dernières années. De nombreuses activités ont été ainsi abandonnées du fait du montant des loyers au profit, par exemple, de banques ou de chaînes de magasins. Combien de bouchers, de charcutiers, de marchands de fruits et de légumes, et même d'artisans, coiffeurs, serruriers, plombiers, électriciens, etc., ont dû fermer boutique ou n'ont pas trouvé de repreneurs. Les mesures proposées sont intéressantes, notamment en limitant les hausses, mais peut-être de façon un peu timide, me semble-t-il, ou encore en précisant ce qui ressort des obligations du bailleur et du locataire. C'est une demande que nous avions formulée en commission et qui est en partie satisfaite dans le texte qui nous est présenté en séance. En second lieu, la question de la préemption est abordée positivement et c'est là un progrès. Les communes pourront déléguer leurs droits de préemption soit aux EPCI, soit à des établissements publics ad hoc. Dans la situation de déclin du commerce de proximité de ces dernières années, il nous semble indispensable d'encourager les pouvoirs publics à intervenir en leur donnant les moyens législatifs et réglementaires pour le faire. La présente loi prévoit plusieurs dispositions qui vont dans ce sens et qui ont été enrichies par des amendements en commission, certains que nous avions déposés. Pour la séance, nous avons déposé des amendements pour renforcer et améliorer l'obligation d'information des collectivités sur l'activité pratiquée dans le local du vendeur, ainsi que sur le nombre de salariés et la nature des contrats de ceux qui y travaillent et emploient. Ce sont des emplois qui pourraient disparaître parfois. Pour les écologistes, préserver le commerce de proximité doit conduire la politique commerciale dans notre pays. Cela passe nécessairement par une réflexion globale sur l'urbanisme commercial. Les propositions de loi sont intéressantes, toutefois, nous souhaitons des aménagements. Sur notre proposition, la Commission a baissé de 20 000 à 20 000 mètres carrés, de 30 000 à 20 000 très exactement, le seuil de saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial. Un pas intéressant est franchi. Nous souhaiterions que cette saisine soit rendue automatique. En effet, nous parlons là de projets dont les répercussions sociales, économiques et environnementales peuvent déséquilibrer un territoire bien au-delà d'un département. Quant à l'aide au commerce et à l'artisanat par le FISAC, le Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce, cette aide est tout à fait capitale. Cependant, chacun connaît les déboires de ce dispositif modifié en 2008 et 2009 et que l'ancienne majorité avait tout simplement oublié de financer. De ce fait, Madame la ministre l'a rappelé, les dossiers s'empilaient. Il est aujourd'hui difficile de résorber le retard. Passer d'une logique de guichet à celle d'appel à projet, si cela ne résout pas la question des besoins et des moyens, cela aura toutefois le mérite de répondre plus rapidement et plus clairement aux demandeurs sur la base de critères connus de tous.
Constatant que les moyens vont rester limités pour éviter la dilution des crédits, nous proposons que ceux-ci soient clairement réservés aux territoires les plus fragiles. Milieu rural, zones de montagne, halles et marchés, ainsi que les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Enfin, il faut parler de la question des formes de l'entrepreneuriat individuel qu'aborde ce projet de loi. Il faut constater le peu de succès de l'EIRL dans les années passées, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Les mesures prévues dans cette loi tentent de remédier à ce constat. Seront-elles suffisantes pour pousser les personnes à franchir le pas pour se mettre en EIRL? Nous devrons le vérifier dans quelques temps. Il reste la question des auto-entrepreneurs. C'est un sujet qui fait polémique depuis un certain temps, notamment parce que les artisans y voient parfois une forme de concurrence déloyale ou de sous-salariat. En effet, le secteur du bâtiment, par exemple, où les professions sont souvent réglementées pour protéger le client et lui assurer que le professionnel exécutera les travaux demandés dans les règles de l'art. Il est donc indispensable de s'assurer que les travaux seront effectués par des personnes possédant les diplômes ou l'expérience nécessaires ou, à défaut, qu'elles exécuteront les travaux sous la direction de personnes compétentes. Ceci demande à être vérifié avant de donner le droit d'exercer ces professions. Sans contrôle, comment le consommateur peut-il avoir confiance dans la bonne marche des travaux et être sûr que son interlocuteur soit bien assuré, par exemple? Le texte que nous examinons propose d'y remédier. Par un amendement en commission, l'ensemble des entrepreneurs individuels, dans les limites d'un montant maximum du chiffre d'affaires, pourront bénéficier du régime simplifié et unifié rassemblant le micro-fiscal et le micro-social. Cela répond aux inquiétudes concernant les atteintes à la concurrence. Par contre, nous nous interrogeons quant à l'opportunité de supprimer toute référence à une limite de durée du statut d'auto-entrepreneur. D'autres éléments vont dans le sens d'une amélioration, la vérification des compétences et des diplômes pour les professions réglementées, l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou RCS, ou encore celle du prestage à la création d'une auto-entreprise. En ce sens, le délai d'1 an pour s'inscrire auprès des chambres consulaires nous semble trop long et nous proposons de limiter ce délai à 3 mois. Nous savons que le taux d'échec des auto-entreprises est important. L'inscription aux différents répertoires ouvre pour les nouveaux entrepreneurs des services intéressants qui peuvent leur permettre d'éviter cet échec. Cette inscription est donc une opportunité pour réussir. Sur la concurrence déloyale, un autre problème difficile se pose, c'est celui des travailleurs détachés. C'est un autre sujet. Le Parlement va en débattre dans les semaines à venir. Il est en effet indispensable de prendre des mesures fortes. Madame la ministre, globalement, ce projet de loi règle un certain nombre de difficultés et problèmes et je dois dire que j'ai apprécié vos qualités d'écoute en commission. Je souhaite que le débat parlementaire qui s'ouvre permette d'enrichir encore le texte présenté. Merci pour votre attention.